La nuit des longs couteaux au palais d'Etoudi, la succession de Biya se transforme en guerre invisible, et le Cameroun marche sur un fil électrique dénudé. Mesdames et messieurs, l'heure est grave, et quand je dis grave, ce n'est pas la petite gravité là qu'on utilise pour effrayer les élèves avant les examens. Non. Nous parlons d'une gravité qui fait trembler les murs du palais, qui fait frissonner les ministres, qui fait respirer fort les chefs de clan, et qui fait dire aux Camerounais dans la rue. Là vraiment quelque chose ne va pas. Oui, mes chers téléspectateurs, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une promenade touristique dans les couloirs d'Etoudi. C'est la nuit des longs couteaux, la vraie, la dure, la terrible. Cette nuit-là où les sourires disparaissent, où les alliances se brisent, où les poignées de main deviennent plus froides que la climatisation d'un ministère vide, et où chaque couloir du pouvoir résonne comme un tambour de guerre. Le Cameroun, notre beau pays, ne ressemble plus à un État tranquille. Non. Aujourd'hui, il ressemble à un champ de mines, soigneusement posé par des mains expertes, où le moindre faux pas peut faire exploser des carrières, des ambitions, et même des destins politiques qu'on croyait solides comme le mbolet du quartier. Ce qui se joue ici n'est pas un simple débat d'opinion ou un concours de communiqués. Non, non, non. C'est la bataille silencieuse. La bataille qui n'a pas de terrain officiel. La bataille qui n'a pas d'heure. La bataille qui se mène dans les couloirs sombres, au bout des téléphones cryptés, dans les salons feutrés, dans les voitures teintées, et surtout, dans les regards qui durent trop longtemps. Parce que mes chers, que vous le sachiez ou non, la succession de Paul Biya n'est plus une supposition. Ce n'est plus un débat d'analystes. Ce n'est plus un sujet réservé aux politologues. C'est une guerre ouverte, une guerre froide mais brûlante, une guerre silencieuse mais assourdissante, une guerre où personne ne veut être le premier à parler, mais tout le monde parle au fond de lui-même. Ce pays-là marche aujourd'hui sur un fil électrique dénudé. Un seul glissement, une seule déclaration mal dosée, un seul communiqué mal digéré, et c'est tout l'équilibre national qui se met à trembler comme un taxi de campagne sur une route pleine de nids de poules. Et dans cette ambiance, mes frères, mes sœurs, croyez-moi. Chaque phrase est une arme. Chaque silence est un message. Chaque déplacement d'un ministre est une stratégie. Chaque absence est une alerte. Chaque rumeur est un missile. Et chaque sourire est suspect. Alors vous qui nous regardez, installez-vous bien. Vérifiez que votre cœur est bien attaché, car ce reportage que vous allez suivre va vous conduire au centre même du volcan politique camerounais. Un volcan qui gronde, qui respire fort, qui secoue doucement la terre, avant peut-être de cracher sa colère. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Un univers où les alliances n'ont pas de fidélité, où les trahisons ne préviennent pas, où chaque mouvement, chaque détail, chaque silence est essentiel. Ce n'est pas juste une simple arrestation, ni un simple remaniement, ni une simple déclaration. Non. C'est une révélation. Une révélation qui pourrait redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la République, sur ses acteurs, et sur ceux qui tirent réellement les ficelles dans l'ombre. Mais avant de vous ouvrir cette porte interdite, permettez-moi de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Prenez un instant pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, activez la cloche de notification. Car ici, sur Kame-News, on ne vous sert pas l'actualité fade, tiède ou sans goût. Non mes chers, ici, nous vous servons l'actualité bien pimentée, bien mijotée, bien assaisonnée, pleine de rebondissements, et surtout sans filtre. Restez bien avec nous. Accrochez-vous. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'a absolument rien de banal. Partie 1. Les origines du Gbangban, quand l'affaire commence à sentir l'oignon brûlé. Version très longue, satirique à la camerounaise même. À mes chers téléspectateurs, approchez, asseyez-vous, attachez vos ceintures et surtout gardez vos écouteurs bien fixés, voici l'histoire, la vraie, la crue, l'authentique, de comment cette affaire-là a commencé à Gbangban jusqu'à remplir tout le Cameroun comme le parfum d'un ndolé oublié sur le feu. Parce que oui, quand on vous présente les choses à la télé officielle, c'est doux comme le miel, tout va bien dans la République, les institutions fonctionnent normalement, le chef a dit, le chef a fait. Mais quand on soulève seulement un coin du rideau, mes frères, mes sœurs, c'est une autre saison de la série L'Empire des Intrigues. Et c'est là que commence notre partie 1, les origines, le commencement, la racine du palavé, là où la marmite a commencé à bouillir sans couvercle. Un point 1, le contexte bizarre qui annonçait déjà que quelque chose n'allait pas. D'abord, pour comprendre comment ce palavé-là a pris feu, il faut voir le climat politique déjà saturé,
comme une maman qui a mis trop de Maggi dans la sauce. Le pays était déjà tendu. Des élections en vue. Des clans au pouvoir qui ne se supportent plus. Des ministres qui se regardent comme les chiens du quartier quand un seul os traîne par terre. Et un peuple qui observe seulement, en mode « faites vos choses, on vous regarde ». Pendant que tout le monde marchait sur la pointe des pieds, essayant de faire semblant que tout va bien, quelque part dans les couloirs obscurs du pouvoir, une petite phrase, une déclaration, un geste de travers, est venu perturber l'équilibre. Et paf! Les masques commencent à tomber. Les mines se froissent. Les sourires deviennent crispés. Les alliances se fissurent comme les murs d'une maison mal construite à Makep. 1.2 Le déclencheur, la parole de trop, la déclaration qui a fait sursauter les crocodiles du marécage. Dans toute grande crise, il y a toujours le mot de trop, la phrase qui n'aurait pas dû sortir, le genre de déclaration qui fait dire aux Camerounais. Ah! Là, ça chauffe. Mes chers, dans cette affaire, ce mot-là est sorti comme une boule de feu. Celui qui a parlé pensait peut-être qu'il était en train d'expliquer calmement. Mais dans une république où chaque phrase peut devenir une bombe, il n'y a pas de « calmement ». Ici, quand tu tousses trop fort, on dit que tu veux renverser l'État. Quand tu inspires trop profondément, on dit que tu prépares une conférence de presse contre le gouvernement. Quand tu souris trop, on dit que tu veux plaire au peuple. Quand tu ne souris pas, on dit que tu boudes le chef. Bref, tu es toujours coupable de quelque chose. Donc le déclencheur arrive. Une sortie publique, un message à l'étranger, un discours improvisé. Et bam! Les clans qui étaient déjà nerveux ont sauté dessus comme les étudiants se jettent sur la nourriture gratuite pendant les campagnes politiques. L'un crie, il a défié le régime. L'autre, il a raison de dénoncer. Les troisièmes, c'est orchestré. Et le peuple, tranquille, regarde, 1.3 Les premiers tremblements de terre dans le système, tout le monde commence à bouger. Après ça, mes frères, les choses se sont accélérées comme un taxi clandestin qui a vu la police au loin. Les ministères, les cabinets, les clans politiques, tout le monde s'est mis à paniquer. Chacun commençait à faire des calculs, comme les élèves qui veulent deviner quel sujet va sortir à l'examen du probatoire. Si je prends position, est-ce que le chef va m'aimer? Si je me tais, est-ce qu'on va m'accuser d'être complice? Si je parle trop, on va dire que je veux remplacer quelqu'un. Si je ne parle pas, on va dire que je suis contre quelqu'un. C'est comme ça que le Cameroun est devenu soudainement une salle de théâtre où chacun jouait un rôle qu'il n'avait même pas répété. On voyait des ministres qui font des communiqués précipités. Des porte-paroles qui parlent comme s'ils lisaient un texte qu'ils n'ont jamais vu avant. Des confidences anonymes qui sortent dans la presse comme le sucre coule dans le thé. Des coups de fil suspects tard la nuit. Des décisions improvisées comme les dictées faites par les maîtresses fatiguées. Et surtout, un silence glacial du sommet, le genre de silence qui fait plus peur que 10 discours réunis. 1.4 La machine du Gbangban se met officiellement en marche. Et voilà comment tout commence. À partir d'un petit incident, d'une simple déclaration, tout le système se met à trembler, comme si quelqu'un avait tiré la prise de la stabilité nationale. Le peuple regardait. Les médias s'affolaient. Les réseaux sociaux explosaient. Et les politiciens, eux, se déguisaient soudain en pompiers, en moralistes, en prophètes, en messagers de la paix, bref, chacun cherchait comment se protéger. C'est à ce moment précis qu'on comprend que l'affaire n'était plus un simple bruit. Non mesdames et messieurs. L'affaire devenait un dossier national, un vrai endem, un vrai gbangban, le genre qui fait perdre le sommeil aux gens placés au là-haut. Partie 1, conclusion. Voici donc comment le palavé a commencé, comment les premières étincelles ont jailli, comment le problème a pris racine. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était le signe annonciateur d'un tremblement politique, une secousse qui allait réveiller tout le pays. Et ça, mes chers, ce n'est que la première pierre. La suite sera encore plus sucrée que le plantain mûr frit. Partie 2, les clans en guerre, une succession transformée en match de catch politique. Mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures comme dans Boeing, parce que ce qui se joue au sommet de l'État camerounais en ce moment n'est pas simple compétition. Ce n'est plus course de chevaux, ce n'est plus marathon politique, non. Ces matchs de catch royal, c'est WrestleMania édition et tout dit, où chaque clan arrive avec ses muscles, ses stratagèmes, ses supporters, et même ses propres arbitres corrompus. Et chacun dit,
moi seul je dois tenir la ceinture du pouvoir. Et mon frère, ce que les Camerounais observent aujourd'hui, c'est la plus grande saison de la série Succession chez les lions indomptables du palais. Une série où personne n'est innocent, où chacun a son agenda, et où les alliances se font et se défont au rythme des coups de téléphone nocturnes. Dans cette arène politique, nous avons les prétendants dits légitimes. Oui, eux-mêmes se présentent comme les enfants sages du régime, les héritiers naturels, comme si la République était immobilier familial. Mais quand on regarde bien, chacun d'eux a aiguisé ses couteaux. Pas pour couper le gâteau de la nation, non. Pour couper les rêves des autres prétendants. Parlons d'abord de Ferdinand Ngo, le tout-puissant secrétaire général de la présidence. Dans ce match de catch, lui c'est l'homme aux 1000 décrets, un catcheur expérimenté, protégé par le prestige du SGPR. Les Camerounais disent même qu'il a plus de pouvoir que certains ministres réunis. Quand il entre dans le ring, ça fait comme éclipse solaire. Tout le monde se met au garde à vous. Mais derrière cette posture, il sait que le combat ne sera pas simple. Parce qu'en face, les adversaires ont aussi les bras longs, même trop longs. Juste à côté, un autre compétiteur se prépare, Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, homme discret mais redoutablement stratégique. Vous savez, dans la vie, ce sont souvent les silencieux qui font les plus grands dégâts. Le monsieur ne parle pas beaucoup, mais quand il agit, ça produit effet secondaire. Lui, c'est le catcheur qui ne fait pas de bruit en montant sur le ring, mais qui, une fois dedans, peut assommer même le commentateur. Il a ses réseaux, ses appuis, et surtout son aura dans les couloirs du palais. Et il sait que lorsque la succession s'ouvrira officiellement, il ne sera pas simple spectateur. Oh non, il sera au premier rang, protégé par les alliances qu'il tisse dans l'ombre. Et puis, mes frères, arrive le candidat le plus symbolique, celui qui porte le nom comme badge d'accès, Franck Biya. Dans le ring, lui, on le surnommerait l'héritier du clan. Il n'a jamais occupé de fonction publique, mais son nom seul ouvre des portes comme passeport diplomatique. Rien que son nombre suffit pour déclencher analyse, rumeurs, spéculations, et même calculs. Il est comme ce joueur qu'on n'a pas encore vu jouer, mais qui est déjà considéré comme star à cause de son patronyme. Et certains clans l'imaginent comme garant du statu quo. Mais attention, hériter n'est pas dirigé, et le Cameroun n'est pas propriété privée. À peine avons-nous fini cette liste que surgit un autre acteur, très redouté dans ce match, Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances. Lui, c'est le catcheur dont la force principale n'est pas muscle, mais portefeuille. Vous connaissez le proverbe, celui qui contrôle la caisse contrôle les cœurs. Motazé, lui, contrôle la caisse, les dossiers, les budgets, et même les agendas des autres qui dépendent de ces budgets. Il a ses partisans, il a ses détracteurs, mais il a surtout une position stratégique, l'argent, l'oxygène de la politique. Et dans ce type de bataille, celui qui respire mieux a souvent plus de chances de tenir debout. Maintenant, permettez-moi de souffler un peu. Parce que même si ces prétendants se battent entre eux comme dans une foire traditionnelle, un autre acteur est entré dans la danse et a mis tout le monde mal à l'aise. Je parle ici du BIR, le bataillon d'intervention rapide. Ah! Le BIR. Dans cette arène politique, eux, ce sont les catcheurs masqués. Ceux qu'on n'invite pas officiellement dans le ring, mais qui sautent les cordes, attrapent arbitre, attrapent adversaire, et sèment la confusion. Le BIR, c'est la garde prétorienne du régime. Eux ne parlent pas politique, mais leur simple présence dans la crise de succession crée tension. Parce que lorsqu'une armée spéciale commence à apparaître dans les calculs politiques, c'est que le pays a dépassé stade de débat civilisé pour entrer dans la jungle. Et comme si tout ça ne suffisait pas, un autre acteur plane comme aigle au-dessus du ring, Maurice Kamto. Opposant déterminé, figure incontournable, mais aussi cible de toutes sortes de manœuvres. Même ceux qui ne l'aiment pas savent que son nom donne migraine à certains clans du pouvoir. Son existence seule complique les calculs internes. Parce que pendant que les prétendants se battent entre eux, Kamto les observe depuis la tribune, prêt à entrer dans le match si une erreur stratégique se présente. Ce mélange explosif fait que la succession ne ressemble plus à transition politique, mais à affrontement tribal, militaire, personnel, financier, familial, et même mystique parfois. Les clans s'espionnent. Les clans se testent. Les clans se surveillent. Les clans envoient même des messages codés à travers la presse. Ça ressemble à bataille pour le contrôle d'un royaume, pas d'une république moderne. Mais ce qui rend ce match encore plus dangereux, c'est que la loyauté n'est plus garantie.
Aujourd'hui tu es allié, demain tu es ennemi, après-demain tu reviens comme ami stratégique. Au Cameroun, la politique n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts en rotation. Et ceux qui sont dans cette bataille le savent très bien. Pendant que tout ce monde se bat, le peuple, lui, observe. Et il se demande. Donc voilà les gens qui prétendent nous diriger demain? Les mêmes qui se battent comme s'ils partageaient l'héritage du village? Et le plus triste dans tout ça, c'est que pendant que ces clans se livrent bataille pour un fauteuil, le pays lui-même se transforme en champ de mine. Une mauvaise décision, un mauvais mouvement, et boum. Crise institutionnelle, tension sociale, violence imprévisible. Cette partie 2 nous montre donc que la succession n'est pas seulement compétition politique. Non. C'est une bataille de clans, chacun avec ses motivations, ses ambitions, ses parrains, ses agendas cachés, ses stratégies sournoises, et même ses propres armes. Et comme dans tout match de catch, le public ne sait jamais qui va trahir qui, jusqu'à ce que quelqu'un mette un coup dans le dos de son propre partenaire. Partie 3, les mercenaires, les acteurs de l'ombre et la crise qui déborde les frontières. Mes frères, mes sœurs, là où nous entrons maintenant, même Google Maps ne peut pas vous guider. C'est le quartier sombre, sans lampadaire, où les problèmes ne marchent pas en sandales mais en rangers militaires. Là où la transition camerounaise s'est transformée en véritable marché noir des ambitions politiques, avec des acteurs que personne n'a invités, mais qui se sont assis dans la chambre, ont pris télécommande, et demandent même qu'on leur apporte eau glacée. Oui, c'est comme ça que les choses ont chauffé. Parce que dans la bataille de la succession, nous avons les clans internes. Mais, et c'est un grand mais, et mes frères, il y a aussi les invités surprises, les mercenaires. Oui, vous ne rêvez pas. Les mercenaires. Les combattants freelance. Les soldats sans drapeau mais avec facture. Ceux qui ne connaissent ni hymne national ni « paix travail patrie », mais qui connaissent bien les mots. Contrat. Avance. Paiement en devise. Et surtout. Mission accomplie. Le simple fait que des mercenaires apparaissent dans les enquêtes sur la transition camerounaise, c'est une gifle nationale. C'est comme découvrir que ton propre voisin a engagé un boxeur professionnel pour une dispute de clôture. Tu te demandes, mais pourquoi la simple parole ne suffit plus? Pourquoi la politique a quitté la table pour aller dans la jungle? Eh bien, mes frères, la réponse est simple, certains acteurs estiment qu'ils ne peuvent plus gagner la bataille avec les moyens traditionnels. Réseau? Pas suffisant. Influence? Pas assez. Argent? Toujours utile, mais ça ne vote pas. Ils ont donc décidé de faire entrer dans la danse les gens dont la danse ne finit jamais, les mercenaires. Et ça, ce n'est plus petite affaire de quartier. Non. C'est devenu crise internationale. Parce que quand tu vois des combattants étrangers commencer à circuler discrètement autour d'une succession présidentielle, comprends que ton pays n'est plus seulement ton pays, il est devenu terrain de chasse, solde de règlement, poker géopolitique. Les experts disent que la présence de ces mercenaires est une preuve que la crise dépasse les frontières. Moi je vous dis, ce n'est pas qu'elle dépasse, elle a sauté les frontières, elle a traversé la douane, et elle a même tamponné son passeport. Maintenant, elle se promène librement dans la sous-région comme si la CEMAC était son salon. Regardez la Centrafrique à côté. Toujours en mode instable, toujours entouré de influences extérieures qui se battent pour la télécommande. Regardez le Tchad, où les choses bougent au rythme des alliances familiales et militaires. Ces pays-là observent le Cameroun comme quelqu'un qui regarde un voisin éteindre un feu avec de l'essence, et, cet homme va nous brûler tout le quartier. Et ce n'est pas seulement l'Afrique centrale qui se sent concernée. Non. Des puissances extra-africaines, que je ne vais pas citer ici pour éviter que leur ambassade ne m'envoie un message en privé, suivent aussi la succession avec beaucoup d'intérêt. Trop d'intérêt même. Parce que dans cette affaire, ce ne sont pas les élections qu'ils surveillent, c'est leur placement. Le pétrole? Ah. Les yeux sont dessus. Le cacao? Les dents sont déjà dehors. La position stratégique du Cameroun dans la région? Ils veulent même cage d'oiseaux pour s'installer. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les mercenaires n'arrivent jamais seuls. Non. Ils viennent toujours avec leurs commanditaires, leurs fournisseurs, leurs sponsors de l'ombre, leur réseau logistique, et parfois même leurs propres ambitions cachées. Tu appelles un mercenaire pour t'aider, demain, il t'aide à sortir de ton propre fauteuil. C'est eux qui connaissent les armes.
C'est eux qui connaissent le terrain. Toi tu connais quoi? Communication. Décret? Allocution? Mon frère, dans la vraie bagarre, ça ne pèse pas lourd. Et pendant ce temps, les Camerounais, eux, vivent la double terreur. D'abord la peur du régime actuel, ensuite la peur du chaos qui peut venir. Parce que quand les mercenaires entrent dans une bataille politique, la politique devient sport de combat, pas débat d'idées. D'ailleurs, quand les Camerounais ont entendu cette histoire de mercenaires, beaucoup ont dit. Donc même pour se battre entre eux, eux-mêmes ne se suffisent plus. Ils doivent encore importer les problèmes? C'est comme si un mari et une femme se disputent à la maison, et au lieu de résoudre leurs problèmes, ils appellent boxeurs professionnels pour arbitrer. Ça finit comment? Chacun mange coup, et la maison brûle. Et parlons maintenant des risques. À mon frère, tiens ta tête. Risque 1, radicalisation du conflit. Car quand tu mets des gens dont le métier est la violence dans une lutte de pouvoir, tu sèmes les graines d'une guerre qui ne finira pas au lendemain des élections. Risque 2, contagion régionale. Ce qui commence au Cameroun peut glisser au Tchad, glisser au Gabon, glisser en Centrafrique, glisser dans toute la CEMAC. C'est domino. Risque 3, intervention des puissances étrangères. Parce que quand il y a chaos, les grandes puissances arrivent toujours avec leur refrain. Nous venons vous aider. Mais on connaît, aide, là. Parfois ça ressemble à aide, mais c'est bail. Parfois ça ressemble à sauvetage, mais c'est contrat caché. Au final, la présence des mercenaires est un signe terrible. La succession n'est plus politique, elle est devenue militaro-commercialo-géopolitique. Le Cameroun n'est plus seulement observé, il est devenu objet d'enchères. Et pendant ce temps, les populations se demandent. Mais nous avons demandé quoi dans ça? Pas rien. 4. L'ombre des réseaux. Et pourtant, l'ingérence c'est vous qui allez payer la facture si les choses tournent mal. Ah mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien. Prenez même chaise plastique si tabouret vous trahit. Parce que ce que nous allons dévoiler ici dépasse la simple affaire de succession politique. C'est maintenant le championnat du monde des tireurs de ficelles qui se joue, et le Cameroun est devenu le terrain d'entraînement préféré de ceux qui aiment manipuler les gens comme on manipule les plantains au marché. Tu touches ici, tu presses là, tu retournes là-bas, et tu dis que tu ne touches rien. Eh mon frère. Oui, parce que dans cette affaire de succession, le Cameroun n'est pas seulement entouré par ses propres acteurs. Non. Il y a l'ombre longue, très longue, presque interminable de Paris, ce Paris-là qui dit qu'il ne se mêle plus des histoires africaines, mais pourtant ses antennes captent tout, même les murmures dans les couloirs d'étoudis. Tu entends un bruit, CHTTT, ce n'est pas moustique, c'est réseau. Et dans ces réseaux, il y a des noms qui circulent comme l'eau dans les rigoles. Des conseillers officiels et non officiels, des consultants, très privés, des hommes d'affaires qui ne parlent jamais publiquement, mais qui, dans les salons feutrés, peuvent décider qu'on doit pousser tel candidat, étouffer tel autre, ou même encourager tel clan à redoubler d'efforts. Effort 1. En Afrique, quand un réseau étranger parle de « redoubler d'efforts », ça veut souvent dire « aiguiser les machettes ». La France dit officiellement. Nous respectons la souveraineté du Cameroun. Mais derrière, certains réseaux économiques sont toujours à l'œuvre, comme les sorciers qui refusent de partir même quand le coq a déjà chanté 3 fois. Parce que vous savez, le Cameroun ce n'est pas seulement un pays. Non. C'est un centre commercial géant pour ceux qui savent compter, pétrole, cacao, bois, géopolitique, influence dans la zone CFA. Donc vraiment, l'idée même que la succession se joue sans eux? Impossible. C'est comme si on faisait mariage traditionnel sans inviter l'oncle qui boit trop. Il finira toujours par venir troubler la fête. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses, pendant que les clans internes se battent au soleil, les mains invisibles, elles, travaillent dans la climatisation, et elles tirent les ficelles doucement, subtilement. Tu ne vois rien, mais tu sens que quelque chose te tire par la jambe. C'est eux. Certains de ces réseaux ne se contentent même plus de conseiller. Ils instrumentalisent. Ils orientent. Ils soufflent des idées qui ne devraient même pas traverser la route du palais. Imagine un acteur étranger qui dit « Non, ce candidat doit passer, il comprend nos intérêts. » Ou encore « Celui-là, vraiment, il parle trop de souveraineté, il ne nous arrange pas. » Et quand ils ne sont pas satisfaits, ils activent ce que moi j'appelle la diplomatie des coulisses. Des promesses, des menaces, des offres qui ressemblent à cadeaux, mais qui sont en réalité des chaînes dorées. Pétrole?
On veut. Cacao. On veut. Position stratégique dans le golfe de Guinée. On veut encore. Et vous voyez, c'est toujours quand un pays est faible, divisé, embrouillé dans la succession que ces réseaux se montrent. On reconnaît un prédateur non pas quand il attaque, mais quand il tourne autour. Et là, mes frères, nos prédateurs internationaux tournent autour du Cameroun comme les vautours autour d'un cadavre tiède, ils attendent juste que quelqu'un s'évanouisse. Mais ce qui pimente l'affaire, c'est que cette ingérence n'est même plus discrète comme avant. Non. Maintenant, on voit même les traces de pneus. Les consultants étrangers, les intermédiaires, les émissaires informels. Tout ça circule avec fluidité dans les salons où l'on discute des choses qui, normalement, devraient rester entre Camerounais. Mais comme la maison est devenue entrée libre débat ouvert, chacun entre comme il veut, même sans frapper. Et pendant qu'on parle là, certains d'entre eux sont déjà en train d'étudier les profils. Celui-ci est docile. Celui-là peut tenir la route. Celui-ci risque de renverser nos accords. Celui-là aime trop parler d'indépendance économique. Danger. Ils analysent les candidats comme on analyse les plantains, tu presses un peu pour voir si c'est bon, tu laisses de côté si c'est trop dur, tu prends si c'est mou et flexible. Et c'est même là où la satire devient tragique. Les Camerounais sont en train de se battre entre eux, pendant que d'autres se préparent à manger le gâteau. Un gâteau qu'eux-mêmes n'ont pas cuisiné, mais qu'ils sont déjà assis à table, serviette au cou, fourchette prête. Et si certains réseaux français reviennent dans ces analyses, ce n'est pas parce que quelqu'un les invente, non. C'est parce que leur empreinte apparaît à chaque fois que la situation politique devient sensible. C'est comme l'odeur du kérosène à l'aéroport, même si on ne voit pas l'avion, on sait qu'il est passé ici. Alors vous voyez, cette transition n'est pas seulement une affaire de succession interne. C'est une vitrine internationale, et chaque puissance qui a déjà bu à la fontaine veut encore un verre avant que la fontaine ne se ferme. Et vous savez comment les choses se passent, quand un étranger te dit « Je viens t'aider », vérifie d'abord si ton portefeuille est encore dans ta poche. Conclusion, et maintenant ? Ce que réclame le peuple et ce que doit faire la communauté internationale. Pour le Camerounien ordinaire, la situation c'est une double peur, craindre la répression d'aujourd'hui et redouter un lendemain pire. La stabilité régionale est en jeu et l'inaction internationale face à ces signaux fragilise tout le monde. Des voix d'experts appellent à une surveillance accrue, à la transparence des forces armées d'élite et à l'ouverture d'enquêtes sérieuses sur l'emploi de mercenaires et les influences extérieures. Sans cela, la succession pourrait tourner en guerre de position aux conséquences désastreuses. Pour finir, une question à vous, pensez-vous que la communauté internationale doit intervenir publiquement ou laisser le Cameroun régler ses affaires internes ? Écrivez-le en commentaire, on lira vos idées dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette analyse, likez, partagez et abonnez-vous à Camenews pour recevoir nos décryptages en priorité. Et surtout, restez vigilants, l'information, c'est la première défense d'un peuple.